Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, Simon est avec nous et Michel Villa, l'invité de la semaine. Allô Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Salut Simon, salut Hubert. Merci beaucoup pour l'invitation. Très excité d'être là ce matin. Yes, ça fait un bail qu'on s'était jasé. Tu étais venu là, dans un des premiers invités, puis il y a eu beaucoup de gens là, qui nous ont donné du feedback positif par rapport à cet épisode-là. Fait que je suis super heureux de te revoir là, parmi nous sur le pod. Commençons par ton apparition télé. Là, depuis le temps, il y a eu beaucoup de changements, autant au niveau des marchés boursiers, puis aussi dans vraiment l'univers là, de notre podcast. Comment ça s'est passé pour mettre les gens en contexte? T'es passé à LCN, je pense? Écoute, un des moments les plus stressants de ma vie. Ah ouais? Sérieusement, là, tranche de vie, là, être à la télévision en direct avec Pierre-Olivier Zappa, à l'émission Vos Affaires, là, écoute, j'étais vraiment très excité d'être là et très nerveux. Et c'est arrivé dans un contexte où les marchés boursiers étaient en forte baisse, avec tout ce qu'on sait, là, la crise russo-ukrainienne, le risque d'inflation, le risque de hausse de taux là, qui vont être répétés et successives au cours des prochains mois pour contrer justement le risque d'inflation. Et ce que ça fait, c'est que ça amène cette combinaison-là un risque de récession. Et c'est vraiment ça qui inquiète la communauté financière parce que tout part du bénéfice par action. Et si on augmente les taux d'intérêt pour étouffer le risque d'inflation, ça vient réduire, dans le fond, la consommation parce qu'on sait, là, quand les taux d'intérêt montent, en contraignant, dans le fond, le risque d'inflation, on ralentit au passage l'économie. Et là, on a peur que la croissance des bénéfices soit au ralenti et qu'on amène les économies, que ce soit canadiennes, américaines, en récession. Et c'est ça qui fait peur. Et pourquoi c'est important? C'est que c'est en termes de sentiment. Et LCN, quoique l'expérience elle a été vraiment incroyable, ça demeure qui m'appelle tout le temps dans des moments où les gens sont nerveux. Parce que les gens vont être rassurés. Et par le passé, à chaque fois que j'ai passé à LCN, et c'était plutôt en ligne que je l'ai fait, le marché boursier, 3-6 mois plus tard, se négociait à un niveau plus élevé. Donc, à court terme, on est en période de turbulence, mais les marchés boursiers stabilisent quand même malgré tout. Mais on est en baisse d'environ 15 % aux États-Unis au moment d'enregistrer cette capsule. Et au Canada, on parle d'environ d'un 6-7 % qui est quand même très bon. Oui, donc on pourrait inventer l'indice Michel Villa. Quand on voit Michel passer à LCN, on a atteint le bottom du marché boursier. C'est l'indicateur LCN Villa. Je ne sais pas si on va être capable d'écrire là-dessus dans les prochaines années, mais ça fait juste démontrer que quand les gens sont rassurés, on amène quelqu'un au petit écran pour parler de... C'est souvent un indicateur contrarien, selon moi. Parlons-en, c'est un phénomène que je trouve fascinant en bourse pour les gens qui débutent en termes d'investissement autonome. Tu as écrit un excellent livre, pile ou face d'ailleurs. Restez à la fin là, pour tout le monde qui nous écoute sur cet épisode-ci. On a un cadeau que Michel nous réserve, donc écoutez jusqu'à la fin là, pour les détails. Le phénomène psychologique derrière la peur du marché, si ma mémoire est bonne, tu en parles un petit peu dans ton livre, mais est-ce que tu pourrais comme parler un peu des un ou deux gros biais comportementaux qu'on a en finance puis en bourse? Bien, un des biais, dans le fond, là, c'est l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, c'est quoi? C'est qu'on va avoir plus de douleur émotionnelle à perdre de l'argent que gagner de l'argent d'une somme équivalente. Ce que ça veut dire, c'est que ça a été démontré que si tu gagnes 100 $, c'est le fun, mais si tu perds 100 $, c'est 2 fois plus douloureux d'un point de vue émotionnel. Donc, quand le marché boursier recule, qu'est-ce que ça fait? Les gens regardent leur placement, sont inquiets. Dans les médias, on mise sur quoi? Sur des manchettes sensationnalistes, sur le négativisme. Ça ajoute de l'huile sur le feu. Et là, tu as un effet d'entraînement à la baisse. Et là, tu te dis, tabarouette, on a eu des belles années, mais là, je suis dans une situation où je perds 10, 15, 20 %. Et là, à cause de l'aversion aux pertes, ça vient juste accélérer, dans le fond, ton envie de lancer la serviette qui est de liquider partiellement ou totalement ton portefeuille pour être sur les lignes de côté. Donc, ça, je te dirais, l'aversion aux pertes, c'est le premier là, biais comportemental que je trouve vraiment important.
Puis le deuxième, c'est l'excès de confiance. Donc, l'excès de confiance, c'est se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus, dans le fond, de la moyenne des gens au niveau de la prise de décision et que ce soit, mettons, de la conduite automobile, que ce soit un bon amant ou de sélectionner des placements à la bourse, on se croit au-dessus de la moyenne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars 2020, les marchés boursiers ont fait un creux et par la suite, on a rebondi violemment. Et comme on dit, c'était le party. Donc, tu peux acheter n'importe quelle action et tout montait, que ce soit n'importe quel secteur d'activité, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit des actifs qu'on appelle des memes, c'est-à-dire des actions là, qui ont vraiment monté sur un mouvement qu'on appelle le Wall Street Bets, comme AMC, BlackBerry, évidemment GameStop. Bref, un paquet de gens se sont initiés à la bourse et ont eu du succès. Et là, ça crée un excès de confiance. Donc, quand on regarde historiquement, les marchés boursiers perdent en moyenne 14 entre le sommet d'une année et le creux d'une année. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait normal. Normal, bah ouais. Mais Sauf ce qui que... arrive, c'est qu'il y a un paquet de gens qui se sont fait prendre en investissant dans des actions, justement, un peu comme à la GameStop, à AMC, ou dans des placements de crypto-monnaies, ou dans des actions de croissance de technologie qui sont revenus sur Terre. Donc, même si les gens me disent « Ouais, ben Michel, ton 15 là, moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai perdu 40 ou 50 et ça, c'est vraiment triste. » Donc, tu as un excès de confiance et là, ce que ça fait un peu l'inverse. C'est que tu perds confiance par rapport à tes capacités de rebondir, surtout si tu gères tes placements toi-même, dans le sens que tu n'as pas de planificateur financier ou de conseiller qui te guide là-dedans. Et là, à ce moment-là, tu as le goût, dans le fond, de lâcher et de dire « Moi, je ne suis plus ça ne fonctionne pas, le marché il est manipulé, la Réserve fédérale, etc. » Donc, dans un contexte comme ça, l'aversion aux pertes et une perte de confiance fait que tu risques de vendre au mauvais moment. Donc, malheureusement, c'est ça qui arrive un peu, c'est que les gens ont souffert beaucoup. Puis je sympathise avec les gens parce que c'est jamais le fun de voir des gens perdre autant d'argent, puis surtout de se désintéresser à la bourse, puis c'est pas ça le but, là. Vraiment pas. Sim, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Ouais, en fait, Michel a pas mal tout dit. C'est ça que j'aime avec Michel. Mais dans le fond, en gros, c'est nous ce qu'on voit avec nos. Tu sais, on fait de la formation, etc. avec Hubert. Puis c'est ça, c'est que les gens arrivent là, puis qu'ils se disent, ah, c'était peut-être pas pour moi finalement. Tu sais, Ouais. avec la chute qu'il y a, ça a marché pour toi. Tu sais, vous avez eu les belles années, mais nous, qu'on vient de commencer, c'est fini pour nous. Puis moi, tu sais, je leur dis, c'est pour ça qu'on dit, quand on répond aux commentaires, on dit, tu sais, zoom out, regarde un petit peu comment va le marché depuis des décennies. Puis ce genre de chute-là, c'est normal, ça arrive, c'est pas la première fois, puis ce sera probablement pas la dernière. Puis quand on donne de la formation, moi je le dis, c'est important. Oui, on a eu des belles années, mais on va, nous en plus, on est plus jeunes, on n'a pas 65, 70, 80 ans. Donc on va en vivre des crises. Tu sais, Hubert est encore plus jeune que toi puis moi. Hubert va en vivre probablement plus que nous dans sa vie des crises en tant qu'investisseur. C'est normal. Puis je pense que c'est ça qui va différencier aussi les bons investisseurs des gens qui se sont plus lancés sur le fly. Tu sais. Il y a un truc aussi que tu m'avais dit à un moment donné, Simon, par rapport à la génération, tu sais, les boomers, là. Puis, tu sais, souvent, on est genre, ah, OK, les boomers sont riches, tu sais, ils l'ont eu facile, etc. Mais au contraire, là, tu sais, quand ils étaient dans leur jeunesse, c'était pas nécessairement facile. Puis eux qui ont investi dans l'immobilier, dans le marché boursier, leur génération, tu sais, sont rendus super riches, genre, right? Mais ils ont investi à l'époque quand ça allait pas si bien que ça, right? Quand les boomers avaient 20 ans, genre, tu sais, c'était pas tout rose, là. C'était la sortie de la guerre, etc., des crises économiques, ils n'avaient pas les technologies qu'on a. Puis il y en a qui ont pris des chances, qui se sont lancés en affaires, qui ont acheté de l'immobilier, etc. Mais puis nous, on a cette chance-là aussi de le faire maintenant. Ouais. Michel, je me demandais, tu as commencé tu l'as probablement répondu dans le dernier épisode, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu as commencé ta carrière en finance ou en investissement. En quelle année? Tu avais quel âge? Moi, dans le fond, j'ai commencé comme arbitragiste action chez Desjardins Courtage en ligne en 2000. Donc, j'ai commencé en pleine bulle technologique. Juste vous donner une idée, il y a un de mes chums qui m'appelle le jeudi sur mon Padjet. Donc, ça une idée de mon âge. Puis on dit, on cherche des gens chez Desjardins Courtage en ligne parce que c'est la folie. Le lendemain, je me pointe, je fais l'entrevue, il me dit, tu commences lundi, et j'arrive là-bas, on est débordé d'appels. Donc, on est vraiment dans la fièvre spéculative de 2000. J'ai fait ça pendant pratiquement un an et par la suite,
J'étais supposé de me joindre comme comptable chez KPMG. Il y a eu les attentats du 11 septembre. Et ça m'a amené à devenir arbitragiste action pour la Caisse de retraite d'Hydro-Québec en juillet 2002. Un travail que j'ai fait pendant 5 ans et demi. Et là, j'ai fait du trading, j'ai fait un peu d'analyse financière. Puis, je suis allé chercher aussi des accréditations professionnelles. Et par la suite, j'ai fait un détour chez le groupe Investors pour devenir, dans le fond, spécialiste en valeur mobilière. Et je suis revenu comme trader à Montréal pour la Caisse de retraite du CN. Nice. Et après ça, j'ai travaillé pour la Banque Scotia. Et là, j'ai eu l'opportunité, après ça, de devenir arbitragiste action pour la Banque Laurentienne pour gérer l'argent de l'institution financière. Et c'est là que j'ai fait des très bons coups et des très mauvais. Et pour faire suite à ce que Simon disait, c'est pas supposé d'être facile connaître du succès à la bourse. Donc, on s'entend. Quand on dit que les placements te donnent en moyenne 8 à 10 par année, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que ça va y aller 8 à 10 Donc, on doit être capable de vivre avec les fluctuations boursières. Et on a l'impression, quand on commence, qu'on est capable d'avoir du succès. Puis je dis toujours, la pire chose qui peut t'arriver quand tu commences, c'est d'avoir justement du succès. Donc, moi, la Banque Laurentienne, j'ai eu du succès. Et là, j'ai été, dans le fond, chanceux. Parce que j'étais là au bon moment, j'ai pris beaucoup de risques. Et là, à un moment donné, quand ça devient moins évident, c'est là que ta gestion du risque, si elle est déficiente, elle ressort. Et c'est là que je me suis enfargé. Et j'ai perdu ma job parce que je négligeais, dans le fond, la gestion du risque. Donc, Simon, il disait tantôt, écoute, tu vas en vivre des crises, mais ça, il faut que tu acceptes ça, qu'en tant que négociateur actif, tu vas en vivre et tu dois te protéger. Et c'est ça qu'on dit entre la différence entre un amateur et un professionnel. C'est qu'un professionnel, il va s'attarder au risque avant d'investir, tandis qu'un amateur va regarder le potentiel de rendement. Donc, fais l'exercice de présenter un graphique à quelqu'un, puis la manière que la personne va regarder le graphique, tu vas voir si c'est un amateur ou un professionnel, parce que l'amateur va dire « Ah, ça s'en va à tel niveau », tandis que le professionnel va dire « Oh, mon niveau de sortie va être à ce niveau-là ». Donc, on va avoir des états d'esprit complètement différents. Puis pour terminer, le problème qu'on a, c'est que là, on a eu une crise sanitaire, là, on a eu une crise russo-ukrainienne, mais la prochaine crise, les gars, là, je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi. Puis c'est ça qui est de toute beauté, c'est que ça ne sera jamais la même chose nécessairement qu'on a vécu. Ça va être quelque chose de différent et ça va être quelque chose qui va être spectaculaire. Donc, ça s'appelle un événement de signe noir, ce qu'on appelle en anglais un Black Swan. C'est un événement à fort impact, mais à faible probabilité de réalisation. Et ça, je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi, mais ça va être de quoi qui va frapper l'imaginaire. Et il faut préparer les gens à l'idée que ça va arriver. Comme les attentats du 11 septembre, c'était spectaculaire, on n'avait jamais vu ça. La crise sanitaire, les gens comparent ça à la grippe espagnole, mais c'était spectaculaire aussi. Et ça, c'en est une, un Black Swan Event? Oui, tu ne peux pas prévoir ça. Donc, exact. Regarde, en début d'année de 2019, il n'y a personne qui t'a parlé d'un risque de pandémie là, pour les 2 prochaines années. Puis va en janvier 2020, va lire n'importe quel stratège de Wall Street. Il n'y en a pas un qui t'a dit que le S&P 500 sera en baisse de 15 au mois de mai 2022 à cause d'une crise russo-ukrainienne. Donc, il faut comprendre que tu as beau faire les prévisions que tu veux, le marché boursier il est incertain, aléatoire et ambigu. Et ça va toujours être ça. Et ce qui ne change pas, les gars, c'est l'être humain à travers le temps. On va être optimiste et pessimiste et l'argent se fait quand il y a le pessimisme qui prévaut. Ouais, il y a deux choses que tu as dit. Il y a deux choses que tu as dit, puis j'adore. Première chose, c'est de prendre le risque, c'est de se dire il y a un risque. Puis quand on regarde un graphique, c'est exactement moi ce que je dis aux gens. Quand tu vas acheter, ça te prend un niveau de sortie vers le haut. J'ai atteint mon prix. Mettons, quand tu veux faire du swing trading, je ne parle pas d'investissement vraiment long terme, dans des FNB par exemple, mais quand tu dis, tiens, je vais acheter, je vais faire un swing sur whatever, tiens, Facebook, bah, tu as un niveau de sortie vers le haut, mais tu as un niveau de sortie vers le bas. Et c'est ça que les gens négligent souvent. Puis là, ça commence à chuter, puis ils sont comme, puis tu sais, tu as le réflexe, puis on l'a tous fait, probablement toi aussi, Michel, de se dire, je vais attendre encore un petit peu. Puis là, ça continue à chuter parce que tu mets un stop loss mental. Puis là, ça rechute, puis tu es comme, ouais, mais attends, ça va remonter. Puis là, ça chute, puis là, tu es en perte. Moi, je l'ai avec NIO en ce moment, d'ailleurs. J'avais acheté l'action NIO, puis je ne l'ai pas sorti. Puis la deuxième chose que tu as dit que j'ai adoré, c'est que personne, même les pros, puis c'est ce que j'ai adoré dans ton livre, qui est très. D'ailleurs, j'ai fait une petite review sur un des derniers podcasts de ton livre.
sur les experts, tous les experts possibles qui ne peuvent pas prédire ce qui va se passer, aussi bien la Covid, aussi bien la crise russo-ukrainienne. Puis j'aime ce que tu dis, puis d'ailleurs, tu en parles souvent dans ton livre, tu sais, il y a vraiment des statistiques qui sont, tu sais, que tu peux pas inventer, là, tu mets les sources, etc. Puis ça m'a frappé d'ailleurs pendant le podcast, je me suis fait 3-4 podcasts avec Hubert, j'ai lu quelques extraits de ton livre, dont une où tu disais que celui qui avait prédit le crash de 2008-2009, il avait terminé en dernière dans le dernier des prévisions pour les années qui ont suivi. Donc, je trouve ça drôle que tu peux avoir un coup de chance une fois de temps en temps, mais c'est rare d'avoir une moyenne au bâton plus élevée. Tu sais. Et là, je pose la question à vous deux, pourquoi qu'on ne place pas d'ordre de vente stop? Donc, vous achetez un actif à 10 et là, vous planifiez un endroit où vous allez sortir de votre transaction automatiquement, mettons à 8 Donc, si l'action recule à 8, vous vendez automatiquement. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Est-ce que vous savez pourquoi? Bah, moi, je le fais. Personnellement, la réponse qui suit est plus pour l'investisseur à long terme là, versus le swing trader ou day trader. Je pense que c'est Ouais, important. c'est ça. Tu parles de quel type d'investissement? Je parle pour quelqu'un qui fait de la négociation active, donc le Ah, trading. ok. Donc, un ordre de vente stop, c'est pour limiter tes pertes dans un C'est contexte ça. de trading. Pour un investisseur, ça va être la diversification qui va être sa gestion de risque. Donc, Ouais. un investisseur va vivre avec les soubresauts du marché boursier. Donc, c'est sa diversification qui va le protéger d'avoir des actifs qui sont non corrélés, c'est-à-dire qui ne se comportent pas dans la même direction, de différents secteurs d'activité placés dans différents pays. Mais pour revenir au trading, dans le fond, comme toi avec NIO, qu'est-ce qui explique pourquoi, mettons, tu n'as pas mis un ordre de vente stop ou que d'autres personnes ne l'ont pas mis? Ça serait quoi l'explication? Habituellement, moi, j'en mets tout le temps un. J'en mets Biais vraiment tout le temps. psychologique. Puis, puis l'autre chose, c'est parce que tu te dis ça va monter, ça va finir par monter à un moment donné. Comme tu dis, l'excès de confiance. Je pense que c'est ça que les gens. Ah, c'est sûr que ça va monter. Moi, j'étais prêt à prendre ma perte, et puis j'ai vraiment pas mis beaucoup. Là. J'ai genre mis 1500 dans NIO. Là, je dirais. C'était comme une joke. Là. Mais je pense que ouais, moi j'étais prêt à prendre cette perte-là. J'ai dit, ah, je vais le laisser là, je m'en fous. Si tout descend, tant pis. Mais quand je fais vraiment du trading actif comme avant, j'avais tout le temps un stop loss, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si les gens n'en mettent pas, j'ai hâte d'avoir ta réponse. Bien, écoute, dans un premier temps, c'est qu'on ne reconnaît pas que le marché boursier il est incertain, aléatoire et ambigu. Donc, incertain, c'est quoi? C'est que tu n'es pas capable de prédire le résultat d'un événement. Comme par exemple, est-ce que ça va être Biden ou Trump qui va remporter l'élection présidentielle? Et deuxièmement, tu n'es pas capable de prédire la réaction du marché boursier. Donc, ça, c'est vraiment important parce que tu peux avoir une mauvaise nouvelle et que l'action monte et tu peux avoir une bonne nouvelle et que l'action recule. Donc, ça, c'est l'incertitude. Aléatoire, bien, comme vous le savez, c'est un événement pour lequel on n'exerce aucun contrôle. Attentat du 11 septembre, crise sanitaire. Et l'ambiguïté, c'est vraiment, dans le fond, je te donne une pièce d'information, puis tu t'attends à un certain résultat, puis tu ne l'as pas. Donc, je vous donne un exemple. En ce moment, la grosse thématique, c'est l'inflation. Donc, vous allez trouver ça drôle, ce que je veux vous dire, là, mais si on a des mauvaises nouvelles au niveau économique, donc un ralentissement, mettons, des ventes au détail ou du chiffre d'emploi, moi, je pense que le marché boursier va aimer ça. Parce que ça va démontrer que les hausses de taux, l'anticipation des hausses de taux vient ralentir la croissance économique et on risque peut-être d'avoir un atterrissage en douceur. Et si les gens ils pensent qu'on a un risque de récession qui est aggravé suite aux mauvaises années économiques, bien, la Réserve fédérale elle va enlever, dans le fond, le pied de la pédale. Elle va hausser moins les taux d'intérêt. Ça va être une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Mais c'est un peu bizarre de dire que les données économiques sont fortes, c'est mauvais pour le marché boursier, puis les données économiques qui vont être plus faibles, ça serait une bonne nouvelle. Donc, de ne pas mettre d'ordre de vente stop, c'est de comprendre qu'on a un certain contrôle sur le placement pour lequel on n'a pas, parce que le marché boursier est certain, aléatoire et ambigu. Deuxièmement, on est nature optimiste. Tu achètes quelque chose parce que tu penses que ça va monter et que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même les analystes financiers, on va toujours mettre l'accent sur il est où ton prix cible? C'est à quel endroit tu vas prendre des profits ou comment tu le positionnes en termes de rendement potentiel. Mais c'est rare qu'on va commencer à lire un rapport en disant voici les risques associés avec l'achat de NIO. Non, on est dans une industrie que tout le monde veut que ça monte. Tout le monde fait de l'argent quand ça monte. Okay? L'analyste, il est payé en fonction, il fait-tu des bonnes prévisions ou pas. Les compagnies en bourse font des émissions d'actions, les banques reçoivent la rémunération par rapport à ça. Vous et moi, nos portefeuilles montent, on fait de l'argent, on consomme davantage, etc. Donc, c'est un système qui veut que tout le monde monte. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Puis le troisième facteur, c'est l'excès de confiance.
Nous, on se croit au-dessus de la mêlée, puis on dit si Simon achète NIO, ça veut dire que ça va monter. Puis quatrièmement, c'est un peu le phénomène de l'autruche. Tu sais, l'autruche, ça fait quoi? Elle se cache, là? Donc, de ne pas mettre d'ordre de vente stop, qu'est-ce que ça fait? Ça retarde ta décision de prendre ta perte. Puis tu te dis, moi, je vais être capable de prendre ma perte à ce moment-là. Mais là, tu joues à l'autruche, dans le fond, dans le sens que tu risques de demeurer investi avec ta transaction et même de ne plus regarder ton action en disant, c'est rendu un investissement. Puis à la base, c'était une transaction. Donc, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que dans une période de stress, on perd en moyenne 13 de notre quotient intellectuel. Tu sais, quand tu es dans une période de stress et d'anxiété, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ta survie. Tu veux juste s'occuper de toi. Donc, tu vas vouloir te protéger mentalement, puis il n'y a rien de pire que de prendre une perte. Donc, tu vas faire de la fuite, tu vas faire de l'évitement. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc, c'est vraiment de prendre un engagement, mettons, avec Hubert, de dire, écoute, Hubert, si NIO va à 30$, par exemple, il faut que tu me rappelles de vendre mon action. Il y a combien, là? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Puis il y a un truc super important que tu as mentionné par rapport aux médias. Tout le monde veut que ça monte, mais il faut comprendre aussi que la réalité est tout aussi vraie pour les gens qui font de la vente à découverte. L'annonce d'une crise, puis de dire que le marché va chuter, puis que c'est super spéculatif aussi. Pour l'investisseur moyen, ça peut être mêlant parce que tu as autant au niveau des gens qui veulent shorter des actions puis le marché que ceux-là qui veulent voir grandir. Bon, clairement, tu as vécu plusieurs crises. Fait que la bulle de l'an 2001, 2000, après ça, la crise immobilière de 2008, la COVID. Fait que là, tu en as vécu 3. Mais si tu peux comparer ça au niveau surtout émotionnel, là, genre, tu sais, dans ton day-to-day, tu touches énormément à la bourse. C'est quoi ton sentiment par rapport à la situation actuelle? Puis est-ce que tu vois comme des corrélations ou des liens avec les crises que tu as vues précédemment? Bien, écoute, dans l'ordre, la crise la plus spectaculaire, c'était la crise sanitaire. On s'entend parce que la chute a été brutale et on le vivait comme individu dans le sens que l'économie était complètement arrêtée. Ouais. Donc, on était capable de faire un lien. Donc, pour certaines personnes, ton emploi était sur la glace. Là, ton portefeuille recule de X %, puis c'était jamais vu. Donc, l'intensité était vraiment au rendez-vous. Quand on regarde la crise actuelle, ça se fait quand même de façon ordonnée, dans le sens que oui, on recule, mais aux États-Unis, on se fait malmener vraiment plus que par rapport au Canada, comme je le mentionnais tantôt. Il y a un paquet de secteurs d'activité qui s'en tirent très bien, comme un peu les mini-métaux, l'énergie, même l'or, qui quand même, somme toute, fait quand même le travail. Donc, c'est une baisse, mais qui quand même là, d'une amplitude correcte. Ce qui fait vraiment peur, c'est la crise russo-ukrainienne et les perspectives d'une troisième guerre mondiale. Donc, ça, c'était peurant. Mais toi puis moi, Hubert ou Simon, et moi, je connais personne qui a perdu son emploi dans les dernières semaines. Je connais personne qui a changé nécessairement son style de vie par rapport à ce qui se passe, quoique l'inflation peut être un enjeu important, mais il y a toujours du monde qui remplissent leur voiture d'essence. Je ne vois pas vraiment l'impact concret, mais il y en a un. Puis après ça, je te dirais que la crise financière, après la crise sanitaire, ça, c'était vraiment frappant. Pourquoi? Parce que c'est la durée. La durée, là, si tu regardes par rapport à octobre 2007 à mars 2009, là, les marchés boursiers ont perdu plus de 50 %. Donc, ça a duré longtemps. Et ça, on dirait que c'est dur parce que si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Faire 20 % en 6 mois ou 20 % sur un an et demi? Puis je pense que pour pas mal de gens, on prendrait le 20 % dans un court laps de temps parce que c'est comme un plaster, là, tu l'enlèves, c'est correct. Mais là, sur un an et demi, c'était longtemps. Là. Donc, la grosse différence, c'est l'intervention des banques centrales. Les banques centrales sont plus habilotées à jouer avec les cycles économiques. D'ailleurs, c'est démontré que si tu prends les années, mettons, 1800 à 1950, on avait une récession en moyenne aux 2 ans, 3 ans. Et là, aujourd'hui, à cause de l'intervention des banques centrales, on est capable d'augmenter, dans le fond, la durée d'un cycle économique à cause de leur intervention. Et ce que ça fait, c'est qu'on est capable d'intervenir dans des moments de peur. Donc, je vous dirais que si à un moment donné, il y a une crise vraiment d'importance, on sait que les banques centrales peuvent intervenir. Ça met comme un filet de sécurité. Mais en 2007-2008, là,
ça a pris du temps avant qu'on réagisse. Donc, les banques centrales peuvent intervenir et l'autre, c'est les gouvernements. Comment? En émettant des chèques, comme on a fait dans la crise sanitaire. Donc, ça fait que ça donne, dans le fond, le vent dans le dos. Je te sens très optimiste. À long terme. Je te sens vraiment très optimiste par rapport à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme la crise sanitaire, où tu t'es dit, ah, je pense que là, c'est peut-être la fin de la bourse comme on la connaît actuellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, même toi qui es vraiment expert là-dedans, de sentir comme vraiment un recul, puis vraiment un vent de pessimisme? Non, parce que, comme je t'allais mentionner, moi, dans le fond, tu sais, quand tu dis quelqu'un qui est optimiste, ça a l'air un peu niais. Hein? Ça a l'air quelqu'un qui est heureux dans la vie, peu importe ce qui se passe, puis ça a l'air un peu drôle. Moi, je préfère dire d'être un possibiliste. Un possibiliste, c'est d'amener une dose de réalisme dans ton optimisme. Puis je te dirais que la meilleure façon, Simon, puis Hubert, dans le fond, pour se sortir de ce marasme-là qu'on a dans notre tête, c'est de revenir dans l'histoire. C'est le premier conseil que je donne aux gens, c'est aller dans l'histoire, puis posez-vous la question, ce qu'on vit en termes de fluctuation boursière, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu? Et vous l'avez mentionné tantôt, la réponse est oui. Donc ça sécurise en disant, on a déjà passé à travers ce genre de crise-là, et tant aussi longtemps que tu crois au potentiel humain, que ce soit le côté novateur, créativité, bien, on va s'en sortir. Donc, moi, j'ai cet état d'esprit, excuse-moi, qu'on est capable de se sortir pratiquement de n'importe quelle crise à cause du potentiel humain. Donc, non, je n'étais pas nécessairement… C'est sûr que c'était peurant sur le coup, là, mais si tu prends un horizon de placement qui est plus que 2 minutes, comme je dis à la blague, là, je suis confiant qu'on va retomber sur les deux pattes. Et je le dis encore, là, tu peux le prendre aujourd'hui, on est la date là, du 24 mai 2022. Moi, je pense que le marché américain devrait terminer l'année à la hausse. Cette année en territoire positif parce que l'inflation va diminuer à travers le temps. On a déjà vu l'inflation reculer. On ne l'a pas vu encore dans les chiffres, mais les anticipations, l'inflation va reculer parce qu'à date, ça fonctionne, ce que les banques centrales disent. Et je pense que la crise russo-ukrainienne, qui est le principal catalyseur, devrait là, se régler, selon moi. Il n'y a personne qui sort gagnant à faire perdurer un conflit que ça fait déjà pratiquement 90 jours. Donc, moi, je suis confiant que dès qu'on va entendre parler le mot négociation, cessez-le-feu, entente, ça va être quelque chose que ça va donner vraiment un coup de barre pour les marchés boursiers à la hausse. Moi, je le vis extrêmement bien. Personnellement, on en a déjà parlé souvent avec Hubert dans le podcast. 2020, ça a bien été aussi. C'est là que j'ai commencé. Avant, j'ai toujours investi normalement. En 2020, c'est là que j'ai fait beaucoup d'argent grâce à moi. Je suis dans le médical, donc ça a très bien marché. C'est là que j'ai vraiment investi extrêmement massivement. C'est ça qui m'a donné des extrêmement bons rendements, etc. Puis là, cette crise-là, j'ai zéro stress. J'ai même pas des fois en regardant mon compte faire. On dirait que je suis comme bon, je rachète. Avec Hubert, on se le dit tout le temps, là, on rachète vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais non, je le vis bien. Toi, Hubert, je sais pas comment tu le vis. Oui, bien, par rapport à, tu sais, souvent on va entendre des fois des personnes dire ah, tu sais, la bourse peut s'effondrer, mais en réalité, tu sais, si la bourse s'effondre, genre à tout jamais, c'est l'équivalent qu'il n'y ait plus de gravité sur la planète Terre, genre, ou que ça, dans le sens que si la bourse s'effondre, genre, puis elle va à zéro, puis elle ne remontera jamais, la bourse sera le dernier de tes soucis. Souvent, on dit, bon, OK, c'est super risqué et tout. Bon, mais en réalité, la totalité du marché boursier, là, je ne dis pas des actions précises, spéculatives, mais la totalité du marché boursier est aussi sécuritaire que d'acheter de l'immobilier, là, dans le sens que c'est une valeur intrinsèque qui est basée sur toute notre société. Là, je veux dire, tout le capitalisme est basé sur la bourse. Right? Fait que, genre, il n'y a aucune thèse où ce que, genre, la bourse, dans sa totalité, va être annihilée. Mais il faut comprendre qu'on peut perdre beaucoup. Hein? Ouais. Excusez-moi d'avoir interrompu, mais en 1929, là, le Dow Jones, de mémoire, a perdu pratiquement 90 de sa valeur. Puis le Japon, il en a mangé, comme on dit en bon français, une sincère, là, fin des années 80, début 90. Donc, ça se peut qu'on perde beaucoup, mais la question est toujours la même, Hubert. Tu pars de quel niveau? Right. Dans le sens que tu perds 40 de, mettons, 5000 points, c'est pas pareil que de perdre à partir de 1000. Donc, on a déjà eu beaucoup de rendement. Puis d'ailleurs, de mémoire, je pense qu'on est en hausse de 20 par rapport au creux de mars 2020, malgré le fait qu'on a reculé. Tu comprends? Donc, ça dépend toujours de quel niveau tu pars aussi.
Puis c'est la même chose par rapport, parce que pourquoi je parle toujours du lien, la comparaison immobilier-bourse, c'est qu'au Québec, on dirait que l'immobilier est vraiment vu comme une valeur sûre, puis comme un investissement comme de générationnel. Là. Puis la bourse, au contraire, c'est vu comme un jeu de loterie, genre super spéculatif, alors qu'en réalité, tu sais, parlons de l'immobilier en Ukraine. Genre, comment vaut le triplex que tu as acheté en Ukraine? Genre, right? Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est la même chose. Là. En tout cas, c'est juste fascinant, je trouve, comme comparatif. Mais pour les gens je pense, les personnes qui écoutent le podcast, là, c'est des gens qui, oui, ils visent l'indépendance financière, mais aussi qui veulent apprendre à gérer leur placement, commencer à investir en bourse par eux-mêmes, faire plus d'argent sans nécessairement devenir un trader actif ou lire des graphiques. Souvent, c'est des gens qui ont des jobs et qui s'intéressent là, par les soirs à l'investissement. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel, ou qu'est-ce que tu ferais pour comme, les gens qui veulent apprendre à investir eux-mêmes sans nécessairement avoir à faire de la gestion active? Est-ce qu'il y a une stratégie ou un plan pour les gens qui veulent faire ça passivement puis avoir des rendements intéressants? Bien, c'est très important. Puis juste avant de répondre à ta question, tu as 2 éléments à tenir compte. Pour connaître le succès à la bourse, tu dois être investi. Ça, les gens en parlent déjà beaucoup. Puis la bonne façon de faire, c'est avec la gestion passive, par exemple. La gestion passive, ça serait acheter des fonds indiciels. C'est quoi un fonds indiciel? C'est que tu achètes un actif financier qui reproduit la performance d'un indice de référence, comme par exemple le SPTSX, l'indice de référence canadien, ou celui aux États-Unis, le SP500. Et là, tu construis un portefeuille diversifié de quelques fonds indiciels de marché boursier, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, pays émergents, etc. Donc, ça, c'est la portion investissement. Et là, tu mets un montant d'argent sur une base régulière qu'on appelle l'approche systématique, mettons 100 $ par mois. Et là, tu gardes le cap au fil du temps. Donc, ça, c'est la gestion passive. Si tu veux faire la gestion active, là, tu décides d'avoir un rendement supérieur aux indices de référence parce que la gestion passive, tu as le rendement que les indices vont faire, moins les frais de gestion qui sont très bas. Donc, la gestion active, c'est que toi, un peu comme Simon, tu vas dire, moi, je pense que NIO, c'est excellent. Je vais investir X pourcentage de mon portefeuille dans NIO. Donc, Simon essaie de créer de la valeur ajoutée par rapport aux indices de référence. Donc, si tu donnes 15 % de rendement, puis l'indice te donne 10, tu as créé 5 % de valeur ajoutée. Donc, la gestion active, il faut que tu aies l'énergie, il faut que tu aies le goût, la gestion du risque, etc. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu peux commencer avec l'investissement, avec la gestion passive, puis de demeurer investi. Et le deuxième point que je voulais parler, c'est épargner. Donc, souvent, je parle avec des jeunes, puis ils me disent, Michel, je veux investir à la bourse, j'ai 18-22 ans, par où je commence? Et là, je leur pose la question, as-tu de l'argent? Et la personne, elle me dit, ben, j'ai X $. Puis là, tu vois dans sa tête que la personne la sent mal parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on met beaucoup d'accent sur la portion investissement. Donc, quand on commence, c'est d'y aller petit, mais c'est de comprendre, vous allez trouver ça drôle, de mettre davantage l'accent sur l'épargne. Parce que c'est ça qui va faire plus de différence sur ton rendement. Donc, je m'explique. Si tu mets 100 $ par mois à 20-22 ans, c'est énorme. Moi, je me rappelle, les gars, à cet âge-là, je n'avais pas cette épargne-là. Là. Désolé. Là. Ah oui. Moi, je sortais puis je m'amusais puis je n'avais pas les réflexes de mettre 100 $ par mois à la bourse. Mais si, par exemple, tu mets 200 $, on va faire un exemple vraiment violent, bien, tu as 2 fois plus d'argent dès ton jeune âge. Et là, ça fait un effet momentum, boule de neige, d'avalanche qui fait que tu vas avoir des meilleurs rendements absolus au fil du temps. Donc, mon message, oui, l'investissement et avec la gestion passive, mais mettez l'accent sur l'épargne parce que c'est là que ça va jouer beaucoup, d'autant plus quand tu es jeune. Puis on dit tout le temps, Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur des temps modernes, Morgan Housel, qui a écrit un livre vraiment incroyable, The Psychology of Money, disait, oui, Warren Buffett, il est très bon, mais une des forces de Warren Buffett, c'est qu'il a commencé à investir à la bourse quand il était adolescent. Puis le monsieur, il est au-dessus de 90 ans. C'est sûr que quand ça fait plus de 70 ans que tu es investi à la bourse, ça a un impact. D'ailleurs, 90 % de sa richesse a été accumulée après l'âge de 50 ans. Donc, ça, c'est l'effet cumulé, gang. Donc, on va commencer jeune, miser sur le plus d'épargne possible, puis après ça, ta gestion passive, elle va faire le travail. Et si tu n'as aucun intérêt là-dedans, tu peux faire affaire avec un spécialiste comme un planificateur financier ou un conseiller en placement.
Mais si on a un élément à retenir aujourd'hui, soyez diversifiés. C'est-à-dire, ayez quelques instruments financiers qui se comportent de façon différente. Donc, si tu as un portefeuille, tu as l'action de Suncor, Canadien Natural, ExxonMobil, Chevron, j'ai 4 placements. Non, tu en as juste un. C'est la même thématique d'énergie. Donc, il faut que tu sois diversifié. Pourquoi? Parce que tu disais tantôt, Hubert, la différence avec l'immobilier, c'est que des actions, il y en a plusieurs qui vont à zéro. OK? Puis moi, malheureusement, je ne peux pas te dire lesquels qui vont aller nécessairement à zéro, mais il y en a beaucoup parce que historiquement, la performance des bourses est expliquée par une poignée de titres. Donc, il y en a beaucoup d'actions qui ne feront rien, qui vont perdre. Donc, tu le dis dans ton livre. Tu as 4-5 placements, tu peux être là-dedans. Là. Oui, tu allais dire quoi, Simon? Tu le dis dans ton livre, je pense que c'est dans ton livre que j'ai lu, que tu dis la performance, c'est que quelques entreprises qui font avancer le SP500, je me souviens plus c'est quoi le chiffre, mais je m'étais même dit, shit, ok, ouais, c'est pas, c'est une poignée justement d'entreprises qui font que la bourse est en hausse. Je me souviens plus exactement c'est quoi la statistique. Toi, le 80-20. Tu s'entraînes beaucoup, tu fais beaucoup de sport. J'essaye. Bien, tu le sais, hein, des fois, là, c'est 20 de tes actions qui vont faire 80 de tes résultats. Donc, tu vas faire, mettons, telle activité au bench press ou tu vas faire telle affaire précise qui va t'amener à un autre niveau. Mais ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. 20 de tes clients, c'est 80 de tes revenus. J'ai lu que 20 des rues supportent 80 du trafic. Donc, à la bourse, c'est le même principe. C'est une poignée de titres qui amènent les indices au fil du temps plus haut. Puis malheureusement, tu n'es pas capable de savoir ça va être lesquels qui vont être bonnes. Tu sais, Amazon, quand il a perdu 95 de sa valeur là, en 2000, il n'y a personne qui te dit que ça serait la prochaine action étoile. Donc, ça me fait rire, moi, quand les gens ont dit si tu avais investi 10 000 dans Amazon là, dès son entrée en bourse, tu aurais fait de l'argent. Pas sûr que tu l'aurais gardé quand il a perdu 95 de sa valeur. Donc, ça, c'est facile après coup. Donc, il y a 40 des actions de l'S&P 500 dans 10 ans qui n'existeront plus. OK? Mais je suis qui, moi, pour savoir ça va être quelle la prochaine action qui va être incroyable? Je ne sais pas. Donc, en ayant un fonds indiciel, un fonds négocié en bourse, dans le fond, aux actions gagnantes, parce que je pense que dans les 20 dernières années, tu as eu 725 actions qui sont rentrées et sorties du S&P 500. Donc, il y a un nettoyage qui se fait quand tu fais la gestion passive. C'est fou, hein? Je regarde Warren Buffett, là, à 26 ans, il y avait 140 000. À 30 ans, il y avait, je veux dire juste, mais c'est pas juste, mais à 30 ans, il y avait juste 1 million. Dans le sens que c'est beaucoup d'argent, mais c'est fou quand même. Tu sais, puis c'est vrai, là, la donnée que tu as mentionnée, tu sais, à 53 ans, il valait exactement 620 millions. Puis, tu sais, dans ces dernières années, là, entre 72 ans et 87 ans, il a passé de 36 milliards à 90 milliards. T'imagines? Ça veut dire qu'en 7 ans, il double, même un peu moins. Et puis, on parle de. C'est fou, là. Il gagne des milliards, là. Ouais, 30 milliards en l'espace de 7 ans. Là, c'est immense. Là, la magie de l'intérêt composé, ça va toujours me fasciner. Là, où tu avais déjà entendu l'histoire là, de prendre un sou puis de le doubler à chaque jour pendant 30 jours. C'est fou. Là, ça donne, c'était quoi, 1,5 million, je pense, si on l'avait calculé. 1,3, je pense. Ouais, en tout cas. Mais fait que, toi, personnellement, est-ce que les fonds négociés en bourse et tout, est-ce que tu investis là-dedans? Parce que je trouve que c'est fascinant, on en parle beaucoup sur le podcast, mais la diversification, le risque, à travers le bootcamp, c'est une question qu'on s'est fait poser beaucoup. Je ne sais pas si tu es capable de répondre, mais comment, c'est quoi qui est risqué versus c'est quoi qui n'est pas risqué en bourse? Puis comment faire pour genre décorréler ces investissements? Tu l'as abordé un peu, mais genre, est-ce que tu peux donner des exemples plus tangibles pour les gens qui nous écoutent à la maison? En passant, tout est risqué. Marcher dans la rue est risqué. Marcher dans la rue aussi. Aller en voiture, c'est très risqué conduire un véhicule. Hein. Oui, bien absolument. Ça me fait très rire. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la conduite automobile. Tu sais qu'après les attentats du 11 septembre, il y a un paquet de monde qui avait peur de prendre l'avion. Ah bah ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris davantage la voiture aux États-Unis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé, dans le fond, ce facteur-là que les gens prenaient davantage la voiture. On a réalisé que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé à cause que les gens prenaient davantage la voiture, il y avait plus de trafic.
suite aux attentats du 11 septembre. Donc, ça, c'est documenté. Donc, pour revenir à ta question, tout actif financier que tu achètes, c'est risqué parce que tu n'es jamais à l'abri d'une fraude, d'un événement à 3 écarts titres, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire, ça peut arriver. Donc, pour le risque, dans le fond, si tu veux t'assurer d'avoir, dans le fond, une diversification de classes d'actifs. Donc, tu as les obligations, historiquement, qui vont se comporter de façon plus défensive par rapport aux actions quand ça va moins bien. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours le cas comme on a depuis le début de l'année parce que un des problèmes pourquoi les gens paniquent autant cette année, c'est que les obligations et les actions performent moins bien. Donc, c'est les deux. Donc, quelqu'un, il se lève, il dit « Ah, moi, j'ai un portefeuille équilibré, 50 obligations, 50 actions. » Là, il se ramasse à la baisse dans les deux classes d'actifs. Donc, comment ça marche? C'est qu'une obligation, quand le taux d'intérêt monte, l'obligation baisse. Et quand les taux d'intérêt baissent, les obligations montent. Donc, historiquement, depuis 1980, les taux d'intérêt ont baissé beaucoup et la classe d'actifs des obligations a tendance à monter à travers le temps depuis les 1980. Puis dans un contexte où le marché boursier recule, lui joue d'acteur défensif. Donc, on n'a pas vu ça récemment, mais ça demeure que c'est une belle façon de diversifier ton risque. Prends l'exemple de la crise financière de 2008-2009 et la COVID. Quand le marché boursier s'est mis à reculer, les taux d'intérêt ont baissé beaucoup, les obligations ont monté. Donc, ça, c'est une bonne façon de protéger ton portefeuille. Je te coupe, excuse-moi, je te coupe, Michel. Oui. Il y avait Bloomberg, je crois, un article de Bloomberg où tu sais, le portfolio classique, là, 60 actions, 40 bons, bond, obligations. Ouais. Ouais. Comment tu le vois, ça? Parce que, bon, clairement, par le passé, les obligations ont toujours été une valeur refuge là, pour contrer justement les fluctuations du marché boursier. Comment toi, tu vois les obligations dans une stratégie, admettons, d'une personne qui veut un risque moyen pour comme 10, 20 ans? Bien, je te dirais que cette règle-là, on va en entendre davantage parler pour un remplacement du 75-25. Donc, il y a des rumeurs qui courent que le 60-40, là, ça va être rendu 75-25. 75 d'actions, 25 d'obligations. C'est beaucoup, 40 d'obligations dans un portefeuille, à moins que tu aies 65 ans, mais je trouve ça beaucoup. beaucoup. Oui, ça dépend de ton âge et ta tolérance au risque, parce qu'il y a une règle du pouce, dans le fond, Simon, c'est que tu prends 100 moins ton âge, ça devrait être ta portion en action. Mais ça, c'est une règle du pouce. Donc, par exemple, si tu fais 100 moins 85 ans, tu devrais avoir 15 d'actions. Donc, ça te prend des revenus fixes. Donc, ceci étant dit, on va y aller grosso modo, là, 75 actions, 25 obligations à cause de l'inflation. Donc, quand on regarde les attentes d'inflation, je disais tantôt que l'inflation est à la baisse, c'est que quand on regarde les lectures récentes, on voit des lectures d'inflation annualisées de 6, 7, 8 Okay? Donc, ça, c'est la variation de l'inflation. Donc, on a des produits aux États-Unis qui nous donnent une idée, c'est quoi les attentes d'inflation pour les 5 et les 10 prochaines années. Puis là, on parle entre 2,50 et 3,25 d'inflation. Okay? Pour vous donner une idée, les banques centrales, le taux cible, c'est 2 Puis historiquement, on a eu du 3, mais depuis les 20-30 dernières années, dans le coin de 2. Donc, quand on parle de 25 c'est justement à cause de l'inflation qui fait que les obligations deviennent moins intéressantes à cause de ça, puis on veut, dans le fond, augmenter la portion action parce que historiquement, quand il y a une inflation qui est contrôlée, même si elle monte un peu, c'est bon signe. Ça veut dire que l'économie roule quand même très bien. Ce que tu n'aimes pas, c'est une inflation marquée. Donc, le 75-25, ça pourrait être une nouvelle norme. Je ne te dis pas que ça va se faire demain, là, mais les gens y en parlent, que ça serait là, à venir. Donc, ça serait les obligations. Puis, pour revenir à ta question de tantôt, diversification sectorielle. Donc, ça, c'est tellement important, les secteurs. Les gens, ils pensent toujours à acheter quel stock qui va monter, comme on dit. Donc, quand on regarde aux États-Unis, le S&P 500, il y a beaucoup de technologie à l'intérieur de l'indice. Okay? Donc, d'ailleurs, l'indice de S&P 500, plus qu'un actif financier, a de l'importance en termes de momentum, plus qu'il y a de poids à l'intérieur. Donc, si tu compares par rapport à pré-pandémie, la technologie a pris environ 2 de poids à l'intérieur du S&P 500. Okay? Donc, dans les années 80, pour vous donner une idée, le secteur de l'énergie valait 20 du S&P 500, puis en ce moment, il est dans le coin de 4 ou 5. Donc, ça dépend toujours de ta performance que tu as. Donc, quand tu arrives pour construire
ton portefeuille de fonds indiciels, il faut que tu te poses la question, le S&P 500, c'est quoi le poids en technologie, en financière, en énergie, etc. Et là, tu vas dire, mettons, au Canada, c'est quoi le poids sectoriel? Donc, au Canada, c'est très axé institutions financières comme les banques. Donc, les banques au Canada, avec l'énergie et puis les mini-métaux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pondération à l'intérieur de cet indice-là. Donc, si tu le colles avec le S&P 500, ça donne quand même une certaine diversification parce que tu n'as pas de grande vedette technologique au Canada comme tu as aux États-Unis. Aux États-Unis, le poids de l'énergie est relativement faible, puis ils n'ont pas beaucoup de compagnies orifères non plus dans leur portefeuille. Donc, une façon de mettre deux actifs ensemble qui ont des pondérations différentes au niveau sectoriel, ça amène déjà la diversification. Donc, à titre d'anecdote, dans le temps, les gens disaient ah, moi, je vais acheter un fonds finlandais. On blague, là. Mais à l'époque, Nokia, c'était 70 du fonds de la Finlande. Donc là, les gens ils disent, bien là, je ne suis pas diversifié, c'est une grosse action. Puis en 2000, au Canada, Nortel, c'était 30 de l'indice canadien. Donc, faites l'exercice d'aller voir au niveau géographique, c'est quoi, dans le fond, les secteurs d'activité qui sont plus prépondérants. Puis si tu vas avec l'Australie, bien, l'Australie, ça ressemble beaucoup au Canada parce que tu as des mini-métaux, tu as l'énergie, tu as des institutions financières. Si tu décides de prendre une chance et d'aller au Brésil, bien là, c'est plus des matières premières. Donc, faites ce travail-là, ça va vous aider. Et évidemment, après ça, la diversification au niveau des actions, comme je le mentionnais, d'y aller avec des actions qui n'ont pas nécessairement le même profil. Donc, au niveau du secteur de l'énergie, par exemple, tu vas avoir un Suncor qui va avoir un profil rendement à risque qui est moins explosif qu'une petite compagnie pétrolière qui cherche du pétrole. Okay? Donc, c'est deux compagnies du même secteur d'activité, mais qui ne se promènent pas de la même façon parce que le profil, le rendement à risque n'est pas le même. Oui. Puis, juste pour mettre un peu des données sur ce que tu viens de mentionner, là, par exemple, le FNB là, qui suit l'indice du S&P 500, VFV, on en parle souvent sur le podcast, c'est 27 du secteur de l'information technologique, 14 dans le healthcare, fait que le médical, 11 dans les biens de consommation, 10 de financier, 8 Ah, ouais, seulement 10 de financier? Oui, exact. Puis, mettons, énergie, on est à 2,9 C'est incroyable. Puis, ce qui est problématique aussi, c'est que tu vas prendre une action comme Amazon. Puis, Ouais, Amazon, de la manière qu'elle se comporte, cette action-là, elle se promène beaucoup avec les actions comme Apple, Microsoft, Meta, qui est l'ancien Facebook, puis Google. Mais Amazon, ce n'est pas une compagnie de technologie. C'est une compagnie de consommation discrétionnaire. Donc, tu as davantage de technologie dans ton indice que tu penses. Tu es moins diversifié que tu penses avec le S&P 500. Puis de mémoire, si tu regardes Alphabet, je pense qu'Alphabet est classé dans la communication. Donc, tu vois comment ça peut devenir quand même intéressant quand tu commences à voir les subtilités. Et même chose pour la crypto-monnaie. Tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste de crypto-monnaie. Je n'ai pas nécessairement d'opinion par rapport à ça, mais quand on regarde la corrélation entre la crypto-monnaie et le Nasdaq, jusqu'à tout récemment, c'était au-dessus de 70 % Donc, ça veut dire qu'ils se promènent dans la même direction. Donc, il faut que tu comprennes aussi la nature de ton instrument financier, de comment que cet instrument financier-là se comporte avec le reste de ton portefeuille. Puis là, tu réalises, comme on disait à Josh Brown, qui disait, écoute, les gens du Salvador qui ont acheté, dans le fond, du Bitcoin, bien, ils ont acheté, dans le fond, le Nasdaq. Mais tu sais, il disait, dans le fond, en parallèle au fait qu'ils se promènent de la même façon. Donc, ça, c'est subtil, mais il faut quand même se poser ça comme question quand vient le temps de construire un portefeuille. Oui, et puis la différence entre les deux aussi, c'est qu'en termes de performance, c'est celui le Nasdaq, mais en termes d'investissement, c'est totalement différent. Ah oui, c'est différent, comme je te dis. Oui, juste, c'est ça. Puis en termes de granulaire encore plus, fait que là, bon, j'ai nommé les secteurs par pourcentage. Puis, tu sais, le top 10 du S&P 500, c'est en première position, quand tu achètes, admettons, un indice boursier du S&P 500, tu achètes 7 de Apple, 5,9 de Microsoft, 3,8 de Google, 3,1 d'Amazon, 2,1 de Tesla. Fait que c'est toutes des entreprises hyper techno qui ont le plus d'impact sur le S&P 500. Fait que, vas-y, moi. L'autre affaire, je le dis, excuse-moi, c'est que souvent les gens, ils vont dire, oui, mais c'est pas mal concentré. Le seul bémol que j'avancerais, c'est quand même des joueurs qui sont comme des conglomérats importants. Right. C'est pas juste
un champ d'activité comme, mettons, Juniper Networks en 2000 qui faisait la pluie et le beau temps au niveau technologique. On s'entend que c'est des joueurs qui ont des activités quand même diversifiées, qui ont une présence, qui génèrent beaucoup de flux de trésorerie, qui ont des fortes parts de marché. Donc, oui, c'est un peu épeurant, mais ça demeure qu'ils sont quand même très diversifiés dans leur approche. Je prends Apple, tu as l'iPad, l'iPod, tu as le téléphone, tu as ce qu'on appelle les écouteurs, tu as la voiture autonome qui s'en vient. C'est quand même élargi comme offre. Donc, ça fait un placement qui est un peu plus diversifié que tu penses, mais ça demeure que c'est une action. Et une action peut aller à 0 théoriquement. Je pense que la statistique, les gars, c'est depuis 1975, sur un bassin de 30 ou 40 000 actions, tu en as 45 qui se négocient à 90 plus bas par rapport à son sommet historique. Donc, il faut comprendre que ça se peut qu'une action aille vraiment plus bas, puis garde Nortel. Tu étais à 30 de l'indice en 2000 au Canada. Il n'y a personne qui s'imaginait que plus tard, on en parlerait dans un podcast à l'effet qui n'existe plus. Là. Ouais, mais c'est ce qui parlait des compagnies actuelles, que le top 10 des compagnies actuelles qui ont une grosse pondération n'existaient pas il y a 20 ans, ou qu'ils étaient très basses comme Amazon, Tesla, qu'est-ce qu'ils disaient? Il y en avait une coupe qui sont maintenant gros comme Shopify, etc., puis qu'avant on n'entendait pas parler. Et à l'inverse, avant les grosses compagnies comme justement tu as cité Nortel, il y avait AOL pour les fournisseurs d'Internet, BlackBerry. Maintenant, ils n'existent plus. Alors qu'avant, c'était comme, c'est impossible que BlackBerry n'avance pas. Ils sont énormes. Tout le monde a un BlackBerry. Puis maintenant, qui c'est que tu connais qui a un BlackBerry? Moi, j'en connais pas, tu sais. Simon, il y a encore un BlackBerry. Eastman, Kodak, Polaroid, dans les années 70, c'était la grosse affaire, là. Ouais. Tu as parlé de Nokia aussi, il y a quelques minutes. Mais je trouve que c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, le fonds indiciel ou communément appelé le fonds négocié en bourse est vraiment, selon moi, le plus grand hack ou le plus gros, le saint graal de l'investisseur autonome, entre guillemets, parce que, corrige-moi si j'ai tort, Michel, mais d'investir dans un fonds négocié en bourse, il va s'auto-gérer par lui-même. Hein, c'est bien ça. Fait que si, par exemple, une compagnie qui est dans le top 10, finalement, 20 ans plus tard, fait faillite, ben toi, ça ne va pas changer tes performances parce qu'il va prendre toujours les 500 meilleurs. C'est bien ça? Il fait le nettoyage pour toi. Puis comme je le mentionnais tantôt, tu n'es pas capable de prédire quelle sera la prochaine action vedette. Exact. Tu sais, Apple, là, il y a eu ces moments difficiles. Là, après coup, c'est toujours facile à dire après coup. Donc, quand une action a un certain momentum, ben veut pas, elle prend plus de poids. Donc, tu sais, il fait ce travail-là pour toi. Tu n'as pas à deviner quelle va être la prochaine action étoile. Puis d'un autre côté, si tu parles d'un momentum où il y a des fusions, acquisitions, etc., ben, elle va sortir de l'indice, cette action-là. Donc, elle fait le travail pour toi. Donc, un autre côté que je te dirais qui peut être intéressant, puis je pourrais terminer le point là-dessus, c'est d'avoir qu'on appelle une approche satellite. Donc, tu pourrais avoir, mettons, X pourcentage investi dans un fonds négocié en bourse, comme, mettons, le XIU au Canada, qui est comme le TSX 60, OK? Je mets, mettons, 60, 70 de ton portefeuille là-dedans. Puis là, tu pourrais, pour la balance, t'amuser un peu comme Simon, puis dire, je vais choisir quelques actions, je vais lire là-dessus, les rapports financiers, je vais regarder les graphiques et je vais investir pour le long terme à ces actions-là. Donc, tu as déjà une bonne portion de ton portefeuille qui va répliquer un peu la performance du marché et toi, tu pourrais amener ta valeur ajoutée avec un certain pourcentage de ton portefeuille. Donc, ça serait à mi-chemin entre la gestion passive et active, mais tu pourras avoir une prépondérance au niveau passif. Donc, ça existe comme approche. Puis je connais des gens qui s'en tirent très bien et qui ont du plaisir à le faire aussi. Oui, c'est fou pareil parce que tu me fais penser, tu sais, Apple, quand c'est une multinationale, là, fait que oui, c'est une entreprise technologique, mais ils ont leur usine à Taïwan puis ils vendent globalement. Là, fait que, oui, c'est risqué, mais encore là, c'est une notion de diversification à même l'entreprise. Right? Toi puis moi, là, je te le disais tantôt, tu disais 7 Apple. Apple, là, il est plus pesant que le secteur de l'énergie aux États-Unis. Oui, exact. Donc, en partant, là, pour te donner une idée, l'imaginaire, là, c'est pas du tout. Là. C'est vrai, c'est immense. Ouais, c'est plus gros. Juste Apple est plus gros que tout le secteur énergétique. Puis,
tout le secteur immobilier ensemble, on arrive à peu près à 7 là, si on additionne énergie puis immobilier. C'est ça la grosse difficulté du Nasdaq cette année, en 2022, c'est que l'année passée, le dégonflement de la bulle technologique 2.0, là, que, mettons, Daniel Ouellet, gestionnaire de portefeuille du groupe de Bolduc, il y avait un article qui a paru dans la presse qui avait appelé ça la bulle technologique 2.0 il y a quelques années. Donc, la grosse différence, c'est que ça commençait avec GameStop. L'histoire de GameStop, quand ça a dégonflé là, en 2021, ça commençait avec ça. Après ça, tu as ARK avec Cathy Wood. Elle a fait un sommet. Ça a été ça. Puis là, après ça, tu as eu les SPAC, qui est comme un genre de produit que les gens pouvaient utiliser, comme par exemple Lion électrique, qui a été issu d'un SPAC. Donc, c'est allé là, vraiment une étape à la fois. Tu as eu le Bitcoin qui est allé frapper pratiquement 70 000 qui est revenu. Mais les derniers guerriers là, technologiques, là, les Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft et Apple, eux autres, ils tenaient le fort. Ouais. Tu comprends? Donc, le marché boursier, il était plus élevé qu'on pensait à cause de ces géants technologiques-là qui sont tellement importants. Et eux autres, ils ont plié des genoux dans les dernières semaines. Et c'est ça la différence, parce qu'en plus, il y a un paquet d'investisseurs qui sont investis dans ces compagnies-là. Donc, pour croire un rallye boursier d'ici la fin de l'année, ça prend 3 éléments. Dans le fond, ça prend la fin de la crise russo-ukrainienne, des taux d'intérêt qui montent moins vite ou qui stabilisent ou qui baissent, puis que ces géants informatiques-là se font pas trop malmener. Ouais. Ça fait partie de l'équation à cause de la construction des indices de référence. La capitulation, on entend souvent, là, est-ce que le marché a capitulé ou pas? Là, parce que quand on monte les taux d'intérêt, clairement, ça refroidit l'ardeur des investisseurs. Est-ce que, selon toi, la capitulation des géants techno est arrivée ou elle va arriver dans quelques mois? Qu'est-ce qu'on peut regarder pour savoir quand est-ce qu'ils ont capitulé? Est-ce que c'est comme quand ils sont 30 en dessous de leur sommet, 50 en dessous de leur sommet? Ou est-ce que Facebook sont en ce moment à 50 en dessous de leur dernier sommet, si ma mémoire est bonne? Bien, c'est difficile pour une action en particulier, Uber, pour la simple question, il faut que tu poses la question, est-ce que l'histoire est brisée ou pas? Donc, quand tu regardes Meta, que ce soit Netflix, les titres ont fortement corrigé à la baisse à la suite des résultats financiers trimestriels. Donc, eux autres sont comme rendus sur leur planète parce que si l'histoire est brisée, tu ne peux pas donner la même évaluation boursière qu'il y avait avant. Même chose pour Shopify. Au niveau marché boursier en général, le marché boursier, vendredi le 20 mai, on est allé pour le S&P 500 dans le coin de 3800. Okay? Et ça faisait que le marché était en baisse de 20 par rapport au sommet de début d'année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté là 5 minutes. Il a perdu 20 puis boum, il a commencé à rebondir. Et tu as gagné plus de 2 entre 1h30 et 4 heures. Et le lundi suivant, le 23 mai, boum, tu as gagné 2 Là, depuis ce temps-là, au moment qu'on enregistre, le marché est un peu à la baisse, mais je te dirais que ça ressemblait à la capitulation parce que à partir de vendredi, 1h30 jusqu'à 4h, là, il n'y a pas eu de nouvelles. Ouais. Il n'y a rien eu. Là. Donc, si quelqu'un me dit qu'est-ce qui explique pourquoi que le marché a fini à la hausse aux États-Unis, il n'y avait pas de nouvelles. Donc, ce que ça voulait dire à très court terme, c'est que les vendeurs étaient fatigués. La pression baissière était moins là. Puis tu as toujours un acheteur et un vendeur derrière chaque transaction. Donc, ce n'est pas que tu as plus de vendeurs ou d'acheteurs. C'est juste que les vendeurs étaient tellement agressifs. Puis là, les acheteurs ont repris le contrôle. Donc, pour se sortir du bois, comme on dit, ça prend ce genre de journée-là où tu as une perte de contrôle des vendeurs et que le marché finit à la hausse. Ça prend le rallye, comme on a vu le 23 mai. Et là, ce qui est le plus important, on appelle ça en anglais un follow-through day, FTD. Ça prend, dans le fond, des journées où le marché va faire bang, bang, bang à la hausse pour vraiment démontrer la conviction des acheteurs. Ou sinon, les vendeurs vont revenir, puis là, le marché va aller plus bas parce que dans les marchés baissiers, j'avais déjà vu une statistique, là, le Nasdaq a perdu 78 de sa valeur durant l'éclatement de la bulle, là, mais je pense que 47 ou 48 du temps, il a fini à la hausse à chaque jour. Puis, tu as eu des rallyes de 20 à 30 donc tu en as eu ce qu'on appelle les bear market rallies, puis on revenait toujours faire un creux. Donc là, ça va prendre vraiment un rallye qui est convaincant, que les acheteurs sont en contrôle, et là, ça, on est dans cette phase-là.
Donc, il faut toujours penser en termes de probabilité. Michel Villa, oui, il est positif, mais je vais m'ajuster avec l'information que j'ai. Et penser en termes de probabilité, c'est de comprendre que oui, le marché boursier te donne un certain rendement année par année en moyenne de 8 à 10 mais il faut comprendre que le quart du temps, le marché boursier va finir à la baisse et que tout peut arriver. Ouais. Il faut vraiment gérer les attentes. C'était super important. Dans une des recherches des éditions de Liberté 45, tu sais, la moyenne des 12 dernières récessions, là, on est allé chercher les données de 1945 jusqu'à aujourd'hui, 10,83 mois en moyenne, les récessions, et les performances moyennes du S&P 500 est de plus 3,8 si on prend la moyenne pendant les périodes des 12 dernières récessions. Là. Fait qu'on finit quand même à la hausse, les fameuses récessions. Moi, je te dirais que ces chiffres-là vont être ajustés à la baisse, tant pour les cycles à la hausse ou à la baisse, à cause de tout l'interventionnisme qu'on a eu, toute la technologie, la rapidité de disséminer l'information. On réagit très, très vite à pas grand-chose. Donc, on a eu un cycle très court de baisse en 2020 au niveau économique. On risque d'avoir peut-être un cycle un peu plus raccourci pour la reprise. Donc, on va peut-être vivre dans un environnement dans les prochaines années où il y a des cycles économiques qui prolongent. Ça va peut-être être moins la norme que de ce qu'on a vécu. Est-ce qu'il te reste un petit peu de temps, Michel? J'aimerais oui, parler. Oui, OK, cool, merci. Je veux respecter ton temps aussi. Là. Mais il y a quelque chose qui me fascine, puis c'est par rapport à ta carrière, tu sais, dans le temps que tu étais investisseur pour le fonds de retraite du CN, quelque chose comme ça. Tu sais, le CN de Hydro-Québec aussi. Oui, mais dans le fond, comment ça marche, ça, au day-to-day? Je me suis toujours posé la question, tu sais, est-ce que c'est... Parce que, tu sais, bon, tu as probablement déjà vu le SPIVA Report, là. Oui. Oui. Tu sais, c'est très difficile d'investir en bourse puis de battre le fameux S&P 500. Parle-moi un peu de ton expérience là-bas. Est-ce que c'est genre tu analyses des actions, puis là, les gens qui placent leur argent dans leur fonds de pension, leur fonds de retraite, vous vous occupez d'investir puis d'essayer de faire fructifier ça? Mais comment ça marche, genre, au day-to-day? Écoute, rapidement, mettons, tu es un employé d'Hydro-Québec. Ouais. Okay? Tu as une caisse de retraite. Tu participes, dans le fond, à ta caisse de retraite. Donc, 4 de ma paye. Oui, 4 de ma paye par année, je la mets là-dedans. Tu as deux systèmes. Tu as cotisation déterminée puis tu as prestation déterminée. Donc, cotisation déterminée, on va faire un exemple, chiffron. Tu mets 3 de ta paye dans un fonds. Ton employeur match, il met 3 aussi. Et là, dans le fond, selon les rendements, tu vas avoir un certain pourcentage de gains ou de montant que tu vas avoir, là, un pécule à la fin à ta retraite. Prestation déterminée, dans le fond, c'est vraiment l'employeur qui te promet une rente. Ils vont dire, on va te donner X par mois à partir de 65 ans jusqu'à ta mort ou à une certaine date. Okay? On n'ira pas dans le détail, mais le principe, c'est ça. Donc, cet argent-là, tu dois la gérer. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on va faire une répartition d'actifs globale, mettons, avec tout l'argent que tu as. Donc, on va l'investir en immobilier, en obligations, en actions, en matières premières, en gestionnaire hedge fund ou fonds de couverture. Donc, on va faire une grosse répartition d'actifs. On va dire 30 obligations, par exemple, 40 actions, puis là, etc. OK? Et là, à l'intérieur de chaque tiroir, comme mettons actions, tu vas dire, je vais en mettre pour tel portefeuille, mettons, actions canadiennes, je vais mettre tant de pourcentage. Donc, moi, je faisais partie du portefeuille actions canadiennes. Donc, tu vois, là, c'est une grosse affaire. Là, tu descends, puis là, mettons, je travaille pour une équipe d'actions canadiennes. Et là, on a un montant d'argent. Et là, on a un mandat selon notre style. Donc, c'est quoi ton style de gestion? Nous, c'est un style plus valeur. Donc, on analyse les compagnies, puis on essaie de trouver des compagnies qui croient à une croissance raisonnable, puis à un prix abordable, on l'achète. Ça, c'est comme le Warren Buffett play. C'est un peu le Warren Buffett play, genre un peu, là, tu sais, du value investing. Oui, plus croissance, un peu le Warren Buffett des années 2015-2016. Ils ont fait venir des nouveaux joueurs, là, gestionnaires de portefeuille, qui ont acheté Apple, tout ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est que là, le gestionnaire, lui, gestionnaire de portefeuille, il s'occupe de ce qu'on appelle une décision au niveau sectoriel. Donc, combien de pourcents que je mets, mettons, dans l'énergie, les financières, est-ce que j'en mets plus ou moins que l'indice de référence? Parce que là, ici, on parle de gestion active. On peut faire mieux que l'indice. Donc, par exemple, si au Canada, je dis n'importe quoi, que l'énergie est 10 si mon gestionnaire dit, moi, je suis vraiment positif énergie, je vais en mettre 15 donc, lui, il fait un pari de 5
au niveau du poids, au niveau énergie. Et là, en dessous, tu as des analystes financiers. Et là, le gestionnaire va aller voir l'analyste financier qui couvre le secteur de l'énergie. Donne-moi tes meilleurs choix d'actions. Et là, lui, il fait dans le fond l'analyse puis il dit achète ABC, XYZ. Et là, quand le gestionnaire prend la décision avec l'analyste d'acheter l'action ABC d'énergie, il vient voir l'arbitragiste action, le trader qui est Michel Villa, puis il dit achète-moi 500 000 actions de ABC au meilleur coût possible. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as deux choix. Soit que tu exécutes la transaction par toi-même, c'est-à-dire que tu achètes toi-même les 500 000 actions, ou tu passes ce qu'on appelle en anglais un block trade. Donc, je prends le téléphone, j'appelle des institutions financières, ce sont des banques, et là, je leur dis, je suis acheteur de ABC, j'ai 500 000 actions, tu pourrais-tu me trouver un vendeur? Donc, cette personne-là, au bout du téléphone, fait le tour. Là, dans le temps, c'était le téléphone, mais là, aujourd'hui, c'est tout du chat. Là. Là, il trouve un vendeur de 500 000 actions d'ABC. Et là, il m'appelle et il me dit, j'ai trouvé un vendeur d'ABC, il ferait les 500 000 à 5 $. Est-ce que tu le fais, oui ou non? Oui. Et là, il fait la transaction. Moi, j'y donne 1 ou 2 sous de commission. Le vendeur, il donne 1 ou 2 sous de commission. Et là, la transaction se clôt, mais c'est complètement anonyme. Je ne connais pas le vendeur qui m'a vendu les actions et le vendeur ne sait pas c'est qui l'acheteur. L'intermédiaire, c'est la banque. Et là, tu vois apparaître un nombre d'actions à 5 $, puis tu vas avoir un chiffre. Tu vas avoir 85 qui est la Banque Scotia, 19 qui est Desjardins. Ça, c'est un numéro d'identifiant qui représente l'acheteur ou le vendeur. C'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, c'est toujours anonyme. Tu ne sais pas c'est qui est derrière, mais tu vois les traces au niveau du nombre d'actions qui est négocié pour chaque niveau de prix. Donc, ça ressemble à ça, un peu le travail. Donc, moi, mon but, c'est d'arriver le matin, c'est de faire de la recherche, beaucoup plus d'analyse technique, parce que moi, c'est à court terme que ça compte. Informer mon gestionnaire de portefeuille, regarde, voici les nouvelles qui s'en viennent pour les actions en portefeuille, les actions que tu regardes. Il y a des rencontres qui se font. On essaie toujours de dire, est-ce que nos actions sont bien évaluées? Est-ce qu'on veut faire des changements ou non? Donc, c'est un peu ça l'approche. C'est vraiment, c'est le fun de voir un peu derrière les rideaux sous le capot, là, parce que, tu sais, souvent les gens disent, bon, j'ai un fonds de pension et tout, mais ils ne savent pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, c'est magnifique un fonds de retraite ou un fonds de pension parce que, tu sais, l'employeur souvent met autant que toi dedans. Tu sais, fait qu'en termes de rendement, c'est super intéressant parce que, tu sais, clairement, pour le chaque 2 $ que tu mets, il met un 2 $. Évidemment, il y a une limite annuelle, mais tu sais, quand on se fait poser la question, est-ce que je devrais maximiser ça? Ben oui, clairement. Là, si tu as accès à ça, let's go. Là, ouais. Genre, ça serait fou de dire non. Puis je me demandais, par rapport à l'investissement de valeur, rapidement, c'est quoi les métriques genre, que tu analysais à l'époque ou que tu analyses encore, que tu regardes le plus important selon toi? Est-ce que c'est le earnings per share? Est-ce que c'est les multiples, le EBITDA? Juste rapidement, comment tu fais pour Bien, ça dépend toujours de ton secteur d'activité. Okay. Tu sais, dans un secteur d'activité, les marges bénéficiaires vont être super importantes. Donc, je vais donner un exemple. Si tu investis, mettons, dans le secteur des semi-conducteurs, puis tu veux faire le choix entre Intel et AMD, bien, la marge bénéficiaire, ça va être un enjeu super important. Est-ce qu'Intel est capable de garder ses marges, oui ou non? Qu'est-ce qu'il va faire qui va garder ses marges? Les brevets, l'avantage compétitif, son processus manufacturier. Donc, tu vois que si sa marge passe de 65 à 60, ton titre, il va reculer de 15 ou 20 parce qu'il va se dire qu'il vient de perdre son avantage compétitif par rapport à AMD. Mm-hmm. Mais dans un autre secteur d'activité, ça va être le taux de croissance. Là, tu vas regarder, mettons, en technologie, tu vas être la compagnie qui a la meilleure technologie, capable de pénétrer le plus de marchés possible. Donc, chaque secteur d'activité a comme un peu ses métriques de base, mais ça revient toujours au même principe. Tu essaies toujours d'acheter très proche par rapport à ton coussin de sécurité, qui est ton prix plancher. Donc, tu dois être capable de faire l'analyse et de dire, regarde, dans le pire des mondes, rappelez-vous, le professionnel pense toujours en termes de risque. Dans le pire des mondes, je pense que l'action vaut 10. En ce moment, elle est à 18. J'ai un principe de 35. Je pense que mon rendement est intéressant parce que j'ai 17 $ de potentiel à la hausse versus une baisse de X. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. C'est vraiment par rapport à ton prix plancher versus ton prix cible.
Non, j'aime ça. Puis surtout, quand les gens hésitent là, par rapport dans un secteur, mettons les réseaux sociaux, genre Pinterest, Facebook, maintenant Meta, puis Snapchat, c'est oui, comme lequel tu utilises en partie, mais lequel aussi, genre, a une croissance qui est intéressante, puis lequel a un bénéfice par action qui n'est pas genre vraiment trop. Bien, évidemment, dans les entreprises technologiques, les multiples sont juste comme dérisoires. Là. Maintenant, ils sont comme plus en réalité, mais j'aime l'approche de genre comparer vraiment par secteur précisément. Souvent, on va parler de bénéfices par action ou de earnings per share. Mais si tu compares ça dans différents secteurs, différentes industries, ça n'a aucun lien. Là, si tu vois un IPS super élevé d'une entreprise technologique versus une entreprise minière, mais c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Là, ça ne te donne pas vraiment une notion de la valeur. Hein. Puis les réseaux sociaux, ça va être ton nombre d'utilisateurs qui sont actifs. Es-tu capable de générer la publicité? Et là, le mot qui revient à la bouche de tout le monde, c'est TikTok. Est-ce que TikTok te fait mal? Donc, tu vois, tu dois être capable de t'adapter par rapport à ça. Puis là, c'est la métaverse. Tu sais, Facebook, Meta, ils investissent beaucoup dans le métaverse. Ça va-tu être rentable ou pas? Donc, dans les prochains appels conférences, il va y avoir beaucoup d'accent mis sur cette thématique-là de croissance. Donc, ça évolue beaucoup, mais il faut que tu aies un plan de match dans le fond, Hubert, puis Simon, tu sois capable de dire d'avance qu'est-ce que tu veux regarder et tu ne peux pas aller au hasard et juste « Ah, c'est cool parce que moi, j'utilise Facebook, ça doit être bon. » Il faut que tu penses au deuxième et au troisième degré. J'adore. Sim, est-ce que tu avais d'autres questions pour Michel? Non, c'était très bien. Merci, Michel. Est-ce que tu veux annoncer ton concours aux gens qui nous écoutent? Oui, écoute, merci beaucoup, les gars. Vous avez fait une belle plug de mon livre là, qui s'appelle Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. J'offre gratuitement 5 copies. Donc, je laisse au soin à Hubert et Simon de faire le tirage. Puis, Simon ou Hubert, vous m'enverrez dans le fond le nom des gagnants et vous m'enverrez votre adresse au complet. Je vous envoie ça par la poste. Donc, ça parle de savoir, de savoir-être. C'est un super livre, moi et Simon, on l'a lu, puis je le recommande là, aux gens là, qui me côtoient. Pour participer au concours, c'est simple. Faites juste prendre en screenshot l'épisode de podcast, celle-ci, dans le fond, qu'on est en train d'écouter. Prenez une capture d'écran de soit votre Spotify ou de votre Apple Podcast et partagez-le en story, soit sur Instagram ou sur votre profil Facebook et taguez-nous, dans le fond, là, à liberté45.ca. Fait que nous, comme ça, on va le voir apparaître. On va savoir que vous avez écouté le podcast, puis ça va permettre à d'autres personnes de votre entourage de le découvrir. Puis, 5 personnes qui vont faire ça vont avoir le livre gratuitement, tout simplement. Donc, merci infiniment, Michel, pour ton temps. Merci à vous deux, les gars. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Ouais, merci, Michel. C'était vraiment très cool. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bye.